Chers étudiants, nous allons entamer cette première partie de la mécanique des fluides qui concerne l'hydrostatique. Avant toute chose, nous allons parler brièvement de la définition de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique a été découverte par un scientifique du nom de Blaise Pascal qui avait fait des études et travaux sur le vide de Torricelli, démontrant l'existence d'une masse qui se trouve dans l'air ambiant. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que la pression atmosphérique est générée par le poids de l'atmosphère. Pourquoi j'y insiste formellement? Alors, de ce que nous avions illustré lors de la capsule vidéo précédente, quand j'avais expliqué le théorème de la transmission de la pression, enfin le théorème de la transmission verticale de la pression, eh bien, on doit faire cette analogie pour expliquer, pour illustrer la raison d'être de cette pression atmosphérique. En effet, quand j'avais expliqué que, voilà, lorsque nous avons un récipient qui contient un certain fluide, donc prenons par exemple de l'eau, eh bien si on veut mesurer la pression en un point à une certaine profondeur dans l'eau, eh bien la pression qui règne, eh bien, est proportionnelle à la masse, enfin c'est-à-dire le poids de la colonne d'eau qui s'y trouve au-dessus de ce point de mesure. Dans cette même analogie, concernant la pression atmosphérique, or ici ce n'est pas n'importe quel fluide, ce n'est pas un fluide comme l'eau ou n'importe quel autre liquide, l'atmosphère est un gaz. Donc un gaz, ça reste toujours un fluide, donc la règle ne change pas, hein, c'est toujours le même principe. Donc pour trouver la pression en un point, eh bien on doit trouver la pression qui est générée par la colonne du fluide qui s'y trouve au-dessus. Or ici pour la pression atmosphérique, eh bien il s'agit de la pression générée par la colonne d'air, donc la colonne de l'atmosphère qui s'y trouve au-dessus. Et donc c'est le poids, donc c'est-à-dire le poids de la colonne d'air de l'atmosphère qui crée cette pression atmosphérique. Et alors au niveau de la mer, donc c'est-à-dire à un niveau 0, mais enfin niveau 0 ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme l'air se trouve au-dessus, et on va dire que dans cette même analogie que nous devons faire la surface de l'eau et la profondeur de l'eau, eh bien la surface de l'eau, cette analogie nous devons le faire l'espace, donc l'espace, la galaxie, etc. Donc l'espace, et la profondeur maximale dans un fluide, eh bien elle correspond pour l'atmosphère, eh bien le niveau de la mer. Donc ce n'est pas le niveau, la surface, mais il s'agit de la profondeur pour l'atmosphère, la profondeur maximale. Donc, au niveau de la mer, la pression atmosphérique moyenne est égale à, pour 1 atmosphère, 1, et quelques, 10 exposant 5 pascal. Si vous me retenez 10 exposant 5 pascal, c'est parfait, c'est largement suffisant, donc à retenir. Et j'ai quelque chose à rajouter là-dessus, c'est que la répartition de la masse gazeuse de l'atmosphère est inhomogène. En effet, l'atmosphère, ce n'est pas que de l'atmosphère, elle a plusieurs couches de gaz qui se superposent l'une à l'autre. On a la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère, l'exosphère, etc. Bon, enfin bref, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que voilà, l'atmosphère est constituée d'un ensemble de couches de gaz qui sont réparties de manière inhomogène. Mais qu'est-ce qui refait cette répartition? Eh bien, c'est que les molécules qui constituent l'atmosphère ont des masses différentes, ont des masses volumiques différentes. Donc, en fait, les molécules de gaz qui ont une masse volumique très grande, donc c'est-à-dire les molécules qui sont les plus lourdes, par l'effet de la gravitation, vont aller dans la couche la plus basse, alors que les molécules qui sont les plus légères, ou voire quasiment de masse nulle, vont aller dans les couches les plus superficielles, donc c'est-à-dire le plus haut. Et donc, ce que vous devez vraiment avoir compris, c'est que l'ensemble de la masse de l'atmosphère, la contribution, la plus grande proportion de la masse de l'atmosphère se trouve dans les 2 premières couches de l'atmosphère, donc c'est-à-dire dans les couches les plus basses. Soit
au plus proche du niveau de la mer, qui constitue la plus grande partie de la masse de l'atmosphère. Alors que les couches les plus superficielles, donc c'est-à-dire les plus lointaines de l'atmosphère, ont une masse quasiment nulle, voire négligeable. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment retenir. Donc lorsque vous êtes au niveau de la mer, la pression atmosphérique est très grande, alors que lorsque vous montez en altitude, eh bien la pression atmosphérique est voire quasiment nulle. Dans cette même analogie qu'on peut faire avec l'atmosphère, on peut faire l'analogie avec un fluide. Donc au plus vous allez en profondeur dans un fluide, au plus la pression qui y règne est plus grande. Eh bien, pour l'atmosphère, c'est la même chose. Au plus vous allez dans la couche d'air la plus basse, au plus vous avez une plus grande répartition de masse plus importante, au plus la pression atmosphérique est plus élevée lorsque vous vous rapprochez de la surface terrestre, comme au niveau de la mer. Pourquoi j'insiste avec tout ça? Pourquoi j'insiste? Parce que c'est un cours de physique dans le cadre pour des études médicales, donc pour des étudiants en médecine. Qu'est-ce que c'est intéressant de savoir là-dessus, alors que vous n'êtes pas des géologues ou autre chose? Eh bien, parce que vous allez voir à un certain moment dans vos cours de physiologie pulmonaire, donc ceux qui veulent devenir médecin interniste ou pneumologue, eh bien, il y a ces notions-là qu'il faut vraiment retenir. C'est que lorsque vous allez en vacances ou faire de la randonnée dans des zones assez montagneuses, ou faire de l'alpinisme, ou voilà, vous voyagez dans des zones assez montagneuses comme les plateaux du Tibet, comme l'Himalaya, ou quand vous allez au Machu Picchu, au Pérou, quand vous allez dans des zones vraiment très très montagneuses, eh bien, au plus vous montez en altitude, au moins la pression atmosphérique qui y règne est basse, comme je viens d'expliquer il y a tantôt. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la pression qui y règne est basse, eh bien, il y aura moins de gradient de pression qui ferait perfuser, voire diffuser les molécules d'oxygène à travers la barrière alvéocapillaire. Et donc le contenu en oxygène artériel, enfin dans le sang, est réduite, et donc ça peut provoquer des problèmes. Évidemment, moins d'oxygène cause effectivement des petits problèmes, dont je vous épargne la liste exhaustive. Mais en tout cas, les premiers symptômes sont le mal-être, le mal, les malaises, les vertiges, le tournis, etc. Et donc, pour y remédier, effectivement, il faut redescendre absolument au plus vite pour rejoindre la terre ferme, donc c'est-à-dire au niveau de la mer, pour essayer d'avoir de nouveau une pression atmosphérique assez élevée pour reperfuser, rediffuser de l'oxygène en grande quantité pour augmenter le contenu artériel en oxygène afin de mieux ventiler. Mais alors, vous allez vous demander, mais comment font les individus qui vivent dans l'Himalaya, donc le Dalai Lama ou ces personnes-là qui sont des moines du Tibet, ou les personnes qui vivent dans au niveau du plateau du Machu Picchu, comment font-ils pour rester aussi longtemps dans des altitudes assez élevées alors que la pression atmosphérique qui y règne est assez basse? Eh bien la réponse est toute simple, c'est que vous allez voir dans vos cours qu'il y a un mécanisme d'adaptation physiologique que le corps humain effectue. Ça s'appelle la polyglobulie. En fait, pour augmenter le contenu, pour compenser la perte du contenu artériel en oxygène, eh bien, qu'est-ce que le corps va faire? Eh bien, il va produire une plus grande quantité, une plus grande concentration d'hémoglobine dans le sang. Et alors, cette augmentation de concentration d'hémoglobine dans le sang va compenser la diminution du contenu artériel d'oxygène pour augmenter ce contenu. Et comme ça, le contenu artériel en oxygène sera plus élevé au fait que cette concentration d'hémoglobine qui est surproduit par rapport à la normale par un phénomène d'adaptation physiologique puisse faire qu'un individu vivant dans ces régions-là ait assez de transport d'oxygène pour pas avoir tous ces symptômes-là qui sont désagréables pour quelqu'un qui n'est pas habitué dans ces environnements-là. Et donc voilà, ça c'est des mécanismes à savoir, donc la polyglobulie, donc le fait qu'on augmente la concentration d'hémoglobine pour augmenter le contenu artériel en oxygène. Enfin bref, ça explique pourquoi, du comment, je vous embête un peu à vous expliquer
pourquoi on a plusieurs couches dans l'atmosphère et pourquoi le 3/4, voire 99% de la masse de l'atmosphère se trouve au niveau de la mer et pourquoi en altitude, au plus on s'éloigne du niveau de la mer, on va monter en surface, on va monter en altitude, on a moins de pression atmosphérique et donc ça peut provoquer des problèmes physiologiques, etc. Donc voilà, ça c'était juste pour vous informer là-dessus. Alors, le millimètre de mercure, donc, enfin on va parler des unités de pression, mais le millimètre de mercure c'est surtout le plus important. Alors, on appelle millimètre de mercure, mais on peut l'appeler aussi le torr. Donc 1 torr, 2 torr, 3 torr, c'est aussi que ça correspond à 1, 2, 3 mm de mercure, donc c'est synonyme, c'est la même chose. Et donc c'est la mesure de pression qui est très utilisée dans le domaine médical. Et cette mesure fait référence à la variation de la pression gravitationnelle qui est générée par la colonne de mercure dans un manomètre en U. Le manomètre, nous allons voir ça un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est avec cette mesure qu'on a pu démontrer que voilà, un atmosphère produit 760 mm de mercure. Et bon, si vous faites une règle de 3, vous allez tout de suite comprendre que 1 mm de mercure correspond à 133,3 pascal. Alors bien retenir. L'atmosphère, donc, c'est la pression qui est très utilisée en domaine météorologique, mais bon, on l'utilise aussi dans le domaine médical toujours. Et alors, cette mesure fait référence à la variation de la pression gravitationnelle exercée par l'atmosphère sur la surface de la Terre. Et donc, comme on avait dit, un atmosphère, c'est 10 exposant 5 pascal, ce qu'on vient de dire comme unité, donc 10 exposant 5 pascal à retenir. Et donc, un atmosphère, évidemment, correspond à 760 mm de mercure. Donc ça, c'est à bien retenir dès à présent dans vos exercices, parce que parfois on va faire des conversions d'unités. La masse volumique d'un fluide, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans un fluide homogène, il correspond à la masse divisée par le volume d'un fluide. Donc, pour un même volume d'un fluide, il y a une certaine masse, et donc en fait, la masse volumique est un rapport entre ces deux valeurs. Et alors, on l'utilise beaucoup pour comparer la masse volumique d'un fluide à un autre. Par exemple, ou d'un objet, d'un solide, par rapport à un autre. On l'utilise autant pour les solides, autant pour les liquides, autant pour les gaz. Et alors, par extension, évidemment, lorsqu'un fluide est inhomogène, eh bien, il y a des variations infinitésimales qui fait varier effectivement la masse volumique. Mais bon, ça ce n'est que du détail, c'est juste pour savoir que ça varie énormément, donc c'est-à-dire que l'eau de mer n'a pas la même masse volumique que l'eau douce. Donc l'eau douce a une certaine masse volumique qui est totalement différente de l'eau de mer, au fait que les compositions, pourtant c'est de l'eau, hein, pourtant c'est le même liquide, donc c'est de l'eau, et pourtant leurs masses volumiques sont diffèrent l'une à l'autre, au fait que la composition y est différente. C'est ça que ça veut dire. Et donc, les fluides incompressibles, du fait que on en a parlé, donc c'est donc les liquides, eh bien les liquides sont en général homogènes, bien que l'eau douce et l'eau de mer, comme j'avais donné comme exemple, ne sont pas très homogènes, mais si on parle en général comme l'eau, à la limite, on peut considérer le sang comme homogène, en quelque sorte. Il y a des propriétés mécanophysiques que je ne vais pas décrire, mais on va considérer que c'est un liquide assez homogène. Eh bien, la masse volumique ne va pas dépendre de la position du point dans le fluide, elle va rester relativement constante. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, dans un fluide incompressible, comme les liquides, vu qu'on considère en général qu'elles sont homogènes, eh bien le ρ est constant. Alors dans les fluides compressibles, comme les gaz, elles ne sont pas nécessairement homogènes parce que on a vu que, enfin, on sait bien que dans l'atmosphère, on retrouve du monoxyde d'azote, du monoxyde de carbone, de l'azote, de l'oxygène, etc., etc. Donc c'est assez inhomogène. Il y a une répartition, comme on avait vu avec les troposphères, exosphères et thermosphères, etc. On avait vu qu'il y avait une différente répartition de couches d'air. Donc il y a un phénomène gravifique qui va faire en sorte que la masse volumique de l'air va différer d'une couche à l'autre. Donc c'est pas homogène sur toute la largeur du fluide d'air dans l'atmosphère qui est constant. On voit que la masse volumique de l'air diffère d'une couche à l'autre et donc elle dépend de l'altitude.
eh bien, on va bien comprendre directement que voilà, la masse volumique diminue avec l'altitude. Et comme j'avais expliqué, les molécules ayant la masse volumique la plus lourde vont plus se diriger vers la surface terrestre, alors que les molécules les plus légères, voire le fait qu'il n'y ait pas de molécules d'air, donc voire qu'elles sont totalement de masse négligeable, vont être plus à la surface de l'atmosphère. Et comme j'avais expliqué, l'histoire des montagnes et de l'altitude, etc. Et donc ça fait diminuer la pression atmosphérique, etc. Alors, de quoi dépend la masse volumique? Eh bien, la masse volumique, de manière générale, dépend de la température, de la pression et de la composition du corps. Encore une fois, comme j'avais expliqué, l'eau de mer et l'eau douce ne sont pas de même masse volumique, parce qu'elle dépend du contenu, de la composition de la composition intrinsèque qu'elle constitue. Et en plus de ça, vous voyez que la température fait en sorte que au plus vous augmentez la température, au plus il y a d'agitation thermique, etc. Et au plus on a une diminution de la densification de la matière qui va faire en sorte que la masse volumique va diminuer. L'eau douce est assez particulière au fait que voilà, il y a des phénomènes thermiques dont je ne vais pas détailler ici parce qu'on n'est pas en sciences des matériaux, mais voilà, il y a ce phénomène qu'on appelle l'anomalie de l'eau, donc c'est-à-dire qu'avant 4 degrés, il y a un phénomène assez paradoxal au fait que la masse volumique va augmenter. Bon, voilà, ça c'est un petit détail, mais ça peu importe. Mais en tout cas, on va dire que globalement, elle va suivre le même phénomène que la température. Lorsqu'elle augmente, la masse volumique va diminuer. Bon. Voilà. Mais bon, ce qu'il faut vraiment retenir là-dedans, c'est qu'on va supposer que pour un même liquide, bien sûr, on va supposer toujours en hydrostatique et en hydrodynamique qu'on est dans une ambiance assez isotherme, donc à la température ambiante de l'air. Donc on va dire que voilà, la température elle est constante. Voilà, ça va pas tellement varier. Donc la densité la masse volumique d'un liquide à température ambiante est donc constante. Voilà, on va supposer que par défaut, sans même préciser dans un énoncé d'exercice, que la température ambiante est constante, donc la masse volumique d'un liquide va être constante. Et donc voilà. Et donc la densité des fluides, ça on va un peu décrire. Alors la densité et masse volumique, c'est pas la même chose. La densité d'un fluide, donc là on parle plus précisément de la densité relative. Au fait, pourquoi le mot relatif? Parce que c'est un rapport de mêmes unités. Donc la densité absolue, on l'appelle la masse volumique, ça c'est son synonyme. Donc densité absolue, c'est masse volumique, et densité relative, c'est on l'appelle par défaut la densité tout court. Hein. Donc la densité tout court, quand on parle de densité, en fait, ça veut dire la densité relative, et quand on parle de masse volumique, c'est la densité absolue. Okay, donc voilà, dans certains bouquins, on dit voilà, densité. Le mot densité tout seul, ça veut dire la densité relative. Et quand on parle de masse volumique, dans certains bouquins, on parle de densité absolue. Donc voilà. Donc faites attention avec ce vocabulaire pour pas vous mêler le pinceau. Mais en tout cas, il faut faire attention parce que les unités ne sont pas les mêmes. Donc la densité absolue ou la masse volumique, donc ce que j'utilise souvent comme mot, eh bien, comme unité, c'est le kilogramme par mètre cube. La densité relative, elle n'a pas d'unité. Pourquoi? Parce que la densité relative, ou appelée autrement la densité tout court, eh bien, c'est le rapport de la densité des deux densités absolues, donc le rapport de deux masses volumiques, donc le ρ de la substance sur le ρ de référence. Alors j'ai mis l'eau, pourquoi? Parce que en fait pour les liquides et les solides, le fluide de référence, eh bien, dont on prend au dénominateur la masse volumique, eh bien c'est la masse volumique de l'eau à 4 degrés, donc c'est-à-dire 1000 kg par mètre cube. Mais pour les gaz, la densité relative ou la densité tout court d'un gaz, eh bien c'est le rapport entre les deux densités absolues, donc c'est-à-dire la masse volumique de la substance gazeuse divisée par la masse volumique de la pression atmosphérique à une température de 0 degré.
donc c'est-à-dire aux alentours de 1,3 kg par mètre cube. Ok, donc la densité relative, elle diffère selon la nature du matériau, donc que ce soit un liquide, solide, c'est pas la même chose pour un gaz parce que chacune a un dénominateur de référence qui sont différents. Alors ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'eau, il faut retenir par cœur qui correspond à l'ordre de 1000 kg par mètre cube. Donc la densité relative, forcément, ρ de l'eau sur ρ de l'eau, ça fait 1. Le sang, il faut aussi le retenir, c'est 1050 kg par mètre cube. Donc le ρ du sang sur le ρ de l'eau, ça fait 1,05. Donc ça, c'est vraiment les deux valeurs à retenir dans le cadre de ce cours. Sinon, pour le reste, je ne vous demande pas de connaître les chiffres, mais juste un peu savoir les ordres de grandeur, donc qui est plus lourd que qui. Donc par exemple, vous devez savoir que le fer est plus lourd que l'eau et l'air, et vous devez savoir aussi que l'aluminium se situe entre l'air et l'eau. Donc elle est plus lourde que l'air, mais elle est plus légère que l'eau. En effet, si vous prenez votre sandwich, vous emballez votre aluminium, quand vous le jetez dans l'eau, vous voyez que l'emballage d'aluminium flotte sur l'eau. Donc c'est pour ça que c'est comme ça que vous pouvez retenir que la masse volumique de l'aluminium est plus légère que celle de l'eau. Le fer est donc plus légère que le mercure. Donc le mercure, attention, le mercure, lui, ce n'est pas un solide, mais c'est un liquide. C'est le seul matériau, qui est liquide, donc le seul métal, on va dire, qui est liquide, sous sa forme liquide. Le reste sont solides. Donc ça, c'est une exception. Donc attention, le mercure est un métal liquide. Le cuivre, on va dire que le cuivre est un peu plus légère, plus légère que le mercure, mais un peu plus lourd que le fer, donc le cuivre se doit être ici. Et alors l'acier, en fait, est un alliage entre le cuivre et le fer, de manière à ce que la densité, absolue, donc la masse volumique, va être inférieure à ces deux compositions entre le cuivre et le fer. Donc l'acier, elle est plus légère, l'acier, oui, est plus léger que le fer. Voilà, sinon l'or est très très lourd. L'or, on peut le mettre ici, normalement sa densité absolue, donc sa masse volumique est proche de 19 300. Donc voilà, ça pour savoir. Mais sinon, voilà. En tout cas, sachez qui est plus grand que qui. Le plasma sanguin, ça, je pense que ça n'a aucun intérêt pour vous de savoir ça. Mais sinon, mis à part ces deux valeurs entre l'eau et le sang à connaître, le reste, sachez plus ou moins qui est plus grand que qui. Parce que ça peut être, par exemple, dans des QCM ou quoi, on peut dire, oui, on vous met une expérience sans vous mentionner la masse volumique des matériaux. Pour les exercices d'Archimède ou quoi, des questions de raisonnement, voilà, vous savez qui est plus lourd que qui, et donc vous pouvez savoir vous situer. Alors, donc il y a quelque chose qu'il faut savoir en hydrostatique, c'est la relation fondamentale de l'hydrostatique. Donc la relation fondamentale de l'hydrostatique, FR. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui démontre tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent. Donc, si vous voulez, c'est la démonstration du théorème de la pression, théorème de la transmission verticale de la pression. Mais alors, on va donner un peu une équation qui le généralise. Donc, ici, si on place l'axe Z vers le haut, eh bien, nous avons deux points de mesure, Z1 et Z2. Et alors, au sein, alors ça, c'est une colonne d'un fluide. Ok, alors ça peut être du liquide, ça peut être de l'air. Alors ici, voilà, comme fluide, on va pas dire qu'est-ce que c'est, on va pas dire que c'est de l'air ou un liquide. En fait, c'est quelque chose qui va être généralisé pour tous les fluides. Donc, pour une zone que je vais déterminer au sein d'un fluide, je veux trouver la variation de pression que subit ce fluide.
Donc, dans cette zone-là, que j'assure en rouge, eh bien, elle va subir deux forces. D'une part, la force que subit en dessous, donc la pression fois la surface, donc il y a une force, parce qu'on va dire que tout ce que j'ai assuré en rouge, ben, cette partie-là va être écrasée d'une part par la colonne de fluide qui s'y trouve au-dessus, et d'une part par la colonne d'en dessous, hein, donc elle va subir deux forces. Et alors, cette première force, je vais appeler la force inf, pour dire force inférieure, et au-dessus la force sup, eh bien, si on suppose que, voilà, on suppose hein, que la variation de pression augmente en altitude, c'est une hypothèse, hein. On a vu que pour les fluides, etc., c'est toujours la pression va augmenter vers le bas, mais on suppose, comme si on ne le savait pas, que par défaut, la pression augmente vers le haut. Juste par hypothèse, même si on sait dans la réalité, c'est pas vrai. Eh bien, la force inférieure, c'est quoi? C'est P fois S, comme Pascal le décrivait. Donc ça, c'est F1. Et alors, la force supérieure, c'est la pression inférieure plus la variation de la surpression ajoutée, dP. Et donc ça, c'est la force supérieure. Et alors, par la loi Pascal, la pression fois la surface, donc P plus dP fois S. Mais alors, il manque quelque chose. On n'a pas fini, parce que là, on est en train de faire le bilan des forces, parce que l'hydrostatique, qu'est-ce que c'est? C'est un peu la première loi de Newton, la somme des forces est égale à 0. Donc, on prend en fait un bilan de force. Donc, la force inférieure, la force supérieure, mais il manque quelque chose. Eh bien oui, vous aurez tout de suite compris qu'il manque le poids. Ok? Le poids. Eh bien, le poids de quoi? Le poids de tout ça, de tout ce qu'on a assuré. Aussi, ça a aussi une certaine force. Et donc ça, c'est le poids. Le poids va vers le bas, donc c'est dans la Z négative, c'est pour ça qu'on met un moins. En bref, ça donne tout ça. On simplifie, et à la fin, nous allons obtenir l'expression suivante. dP est égal à moins ρ g dz. Et donc ça, c'est notre fameuse relation fondamentale de l'hydrostatique. En bref, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'interprétation de tout ça? Ça veut dire que si j'augmente en hauteur, donc si dz est positif, donc si je monte en altitude, et bien avec le moins, ça veut dire que ma pression va diminuer. Donc malgré qu'on sait que la pression va diminuer en altitude, et qu'on a supposé dans notre démonstration que la pression augmentait par une variation dP, eh bien, au final, on retombe sur nos pattes, on sait que le dP ici, en fait, est une valeur négative à chaque fois. Et donc, ça veut dire que si j'augmente en altitude, donc si mon dz monte, donc c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus positive, elle augmente, eh bien, au plus, elle va avoir une valeur négative, donc à cause du moins qui est devant, et donc au plus j'augmente en altitude, au plus ma valeur de dP va être négatif, et donc ça veut dire que ma variation de pression sera négative. Et alors cette loi nous dit que à cause de ce signe moins, donc c'est l'interprétation physique du signe moins qu'on retrouve ici, donc c'est pas à négliger, c'est quelque chose qui a une raison d'être présente dans cette équation là. Ça veut dire que la pression augmente lorsque le Z diminue, ou encore que la pression diminue si le Z augmente. Donc ça veut dire que la pression augmente en profondeur. Donc voilà, c'est ce qu'on avait dit tantôt plusieurs fois de manière intuitive, par le fait qu'il y avait une pression qui augmente en profondeur, au fait qu'on augmente le poids de la colonne du fluide qui s'y trouve au-dessus, qui génère cette pression. Donc c'est ça que cette loi veut décrire, et c'est ça qu'on vient de démontrer. Mais alors, si on veut généraliser un peu plus efficacement, eh bien si on considère qu'on est dans un fluide, comme le liquide, donc qui est incompressible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ρ est constant. Donc je reprends cette loi-ci,
j'intègre de part et d'autre. Et alors, comme je sais que G, qui est l'accélération terrestre, est constant et que le ρ, comme c'est un liquide, est constant, ces deux termes, je le fais sortir de l'intégrale. Donc je les mets en évidence ici. Et donc je peux intégrer calmement. Et ceci me donne cette expression-là qu'on connaît si bien. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la pression du point le plus en dessous est égale à la pression du point le plus au-dessus plus plus quoi? Plus la pression générée par la masse du fluide qui s'y trouve entre ces deux points. Donc la pression générée par la masse entre ces deux points, entre le point en dessous et le point au-dessus, ρ, G, H. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que si je mets l'axe Z ici, je mets Z2 et Z1, je prends l'expression du point le plus en dessous, PZ1, est égal au point le plus au-dessus, PZ2, plus tout le fluide qui s'y trouve entre ces deux points, donc la pression générée par la masse du fluide qui est délimitée par ces deux points, donc ρ, G, delta Z. Donc c'est ça que cette relation fondamentale de l'hydrostatique nous décrit. Alors, évidemment, la pression atmosphérique est un gaz. Et comme on avait décrit sur la répartition de l'atmosphère, eh bien, chaque couche de l'atmosphère a une masse totalement différente l'une à l'autre, surtout que 99% de la masse se trouve proche du niveau de la mer. Donc, on aura tout de suite compris qu'en altitude, la masse volumique de l'air va diminuer. Comme je vous ai expliqué avec l'histoire de l'altitude, avec les nomades, etc. Et donc, il y a forcément une relation qui devrait nous expliquer mathématiquement cette conséquence. Pourquoi cette masse volumique varie? De quoi varie-t-elle? Pourquoi elle diminue-t-elle dans le cadre d'un gaz qu'on va supposer parfait? Elle va diminuer en altitude. Eh bien, comme on suppose que voilà, la pression atmosphérique est constituée de gaz et qu'on va supposer qu'elles sont parfaites, elle va découler de la loi des gaz parfaits. PV est égal à nRT. On sait que le N correspond au nombre de moles, et le nombre de moles correspond à la masse divisée par la masse molaire. Donc la masse de l'air divisée par la masse molaire de l'air. On va resubstituer dans cette expression-ci. Et donc, PV est égal à la masse de l'air divisée par la masse molaire fois RT. Or, on sait que la masse volumique, c'est la masse divisée par un volume. Donc, je mets le volume au dénominateur à droite, et donc P fois masse molaire sur RT est égal à la masse de l'air divisé par le volume de l'air, enfin un volume, et cette expression-là correspond à quoi? Masse sur volume, la masse volumique de l'air. Donc, la masse volumique de l'air correspond à P fois donc, la pression atmosphérique en un certain endroit de notre zone de l'atmosphère, divisé par fois la masse molaire de l'air, divisé par la constante de la loi des gaz parfaits, fois la température du point de l'altitude dont on veut calculer la masse volumique. Or, on sait que la relation fondamentale de l'hydrostatique, c'est dP moins ρg dz. Comme on avait dit que la pression diminuait en altitude et vice-versa, donc elle augmentait en profondeur, c'est-à-dire vers la surface de la Terre, on substitue l'expression de ρ dans cette expression-là, et à la fin, on aura dP est égal à moins PMM sur RT GdZ. Et alors, évidemment,
on va essayer de résoudre cette équation différentielle, comme on pourrait l'appeler, au fait qu'on va mettre chaque variable de son bon côté. Donc tout ce qui dépend de P va à gauche, tout ce qui dépend de Z va à droite. Mais bon, donc ce sera dP sur P est égal à moins mm sur RT GdZ. Mais bon, on va mettre tout ça de côté, donc plus mm sur RT GdZ est égal à ça. Et du coup, on doit résoudre cette équation différentielle, en bref, un calcul intégral. Et c'est ce que nous avons fait ici. Donc on a trouvé cette expression-là. On a trouvé cette équation différentielle qu'on va résoudre par intégration. L'intégrale de 1 sur x, c'est ln de x. Donc forcément, vous avez compris que ça va nous donner du ln. Et à la fin, on va obtenir ceci. Or, je vais exprimer le rapport de pression. Donc P1, c'est quoi? C'est un point arbitraire, c'est une condition initiale. P2, c'est une pression en un point quelconque. Et donc, à la fin, en résolvant le bazar, on a ceci. Et nous avons compris que la pression en un point Z, donc si on suppose que en Z est égal 0, donc Z1 on va supposer que c'est 0, et voilà, donc au niveau de la mer, et que P1 correspond à notre PATM qui était à 10 exposant 5 Pascal, et bien, donc ça c'est notre PATM lorsque delta Z, ok. Et donc lorsque on est à la pression atmosphérique, donc lorsqu'on est au niveau de la mer, donc delta Z est égal à 0. Enfin, voilà, quand Z2 est égal à Z1. Et bien, comme c'est une expression avec un exponentiel décroissant, on obtient cette courbe-là. Donc ça veut dire que la pression atmosphérique diminue exponentiellement en altitude. Donc au plus on augmente en altitude, au moins la pression de l'atmosphère va diminuer. Et donc la pression atmosphérique au niveau de la mer, évidemment c'est le 10 exposant 5 Pascal. Et donc ça va diminuer, voire nul, lorsqu'on va arriver à une certaine altitude qui est proche de l'infini. Donc voilà, le ρ n'est pas constant, et la conséquence de tout ça explique pourquoi la pression dans l'atmosphère va diminuer en altitude. En bref, la variation de pression causée par la colonne du fluide homogène dépend de la masse volumique du fluide. À une certaine hauteur, la pression augmente vers le bas de la colonne et diminue vers le haut de la colonne du fluide. Et voilà, c'est notre fameuse relation fondamentale de l'hydrostatique, écrit différemment. À la place d'écrire P1 est égal à P2 plus ρGH, on met P1 et P2 dans un même côté et on fait delta P. Alors plus et moins, pourquoi? Parce que positif si la colonne est au-dessus du point de mesure, négatif si la colonne est en dessous du point de mesure. Voilà, à vous de choisir, vous écrivez cette expression-là et vous mettez les plus et moins selon l'énoncé. Moi personnellement, j'écris cette expression-là, P du point le plus en dessous est égal à P du point le plus au-dessus plus ρg delta Z, donc la pression générée par le poids du fluide qui est délimité par ces deux points entre le point en dessous et le point au-dessus. Alors le paradoxe de l'hydrostatique nous dit que, voilà, lorsque nous avons un vase, donc le principe du vase communicant, eh bien, lorsque nous avons un même fluide, alors je précise bien le même fluide, dans un vase communicant, vous voyez forcément que les deux surfaces sont à la même hauteur. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle, dans la capsule de vidéo précédente, que selon le théorème de la transmission de la pression horizontale, donc au sein d'un même niveau, dans un même fluide, la pression est identique
Or ici, P1 et P2 sont en contact avec l'air libre, donc elles subissent tous les deux la pression atmosphérique, donc P1 et P2 est égal à la pression atmosphérique. Et donc forcément, elles sont à la même hauteur. Il n'y a pas d'autre raison. Et alors la pression lorsque la colonne, lorsque la forme du récipient est différente, vous voyez que bon, ce point-là a la même pression que ce point-là, ce point-là a la même pression que ce point-là. Donc vous allez me dire, ah mais tiens, mais pourtant à la surface, par rapport à la surface, il y a une plus grande distance, or ici, ça s'arrête ici. Non, ça veut rien dire, c'est parce qu'on est dans un même fluide, il y a la règle du théorème de la transmission horizontale de la pression. Donc peu importe la forme du récipient, donc là aussi, peu importe la forme du récipient, si on est dans un même liquide, la pression est identique. Donc pour ces trois récipients, vous voyez qu'ils sont à la même profondeur par rapport à la surface. Et bien, pour ces trois récipients, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ces 6 points sont à la même pression. Donc il y a une transmission de la pression horizontale, même si il n'y a pas réellement de liquide au-dessus de ce point. Et donc voilà, juste à savoir que quand on est à la surface libre, c'est toujours au-dessus la pression atmosphérique qui règne, qui génère une pression. Et alors au point le plus bas, c'est la pression au-dessus, donc la pression atmosphérique, plus la colonne délimitée par les deux points de mesure, comme défini par la relation fondamentale de l'hydrostatique. Encore pour développer les choses, le théorème des vases communicants, lorsque les fluides sont identiques, s'il vous plaît, identiques, parce que lorsqu'on va mélanger les fluides, on va mettre un peu de mercure mélangé avec de l'eau, et ce sont deux liquides qui ne vont pas être miscibles, et bien, qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont pas se répartir à la même hauteur. Donc ça, c'est, attention, le petit piège. Donc, quand on est dans un même liquide, à retenir, eh bien, le niveau du liquide reste le même, même si l'autre il est un peu plus incliné et l'autre est un peu plus droit, ça change rien, c'est toujours au même niveau. Donc la hauteur du liquide est toujours à la même hauteur. Donc fluide identique reste à la même hauteur. Car c'est la condition que la pression générée ici est la même qu'ici, parce que PATM plus ρGH, donc c'est la même pression parce que ces deux points sont à la même profondeur par rapport à la surface. Et donc, là, sur cette surface S, ici, on voit que la pression de gauche va générer une force qui équilibre la force de droite, qui est générée par une pression qui est au même niveau, donc deux mêmes pressions. Donc, comme ces deux points sont au même niveau et sont donc de même pression, eh bien, elles vont engendrer pour une même surface la même force, et alors on aura un équilibre. Donc, la somme des forces ici est égale à 0. C'est pour ça qu'il y a un équilibre entre ces deux communications, entre ces deux branches du tube en U, comme on pourrait dire. Et alors, il y a cet équilibre, et donc le fluide ne va pas bouger, il va rester en hydrostatique, et en plus, elles vont conserver la même hauteur pour essayer d'avoir cette conservation de la pression et avoir au final la même hauteur. Et donc voilà. Encore une fois, pour un peu plus développer le truc, donc c'est le même liquide, c'est de l'eau, et bien la pression elle-même en tout point située dans le même plan horizontal, donc A, B, C sont à la même pression. On sait bien qu'ici il y a plus d'eau pour le A au-dessus et le B, et pourtant ici il y a de la roche de là à là, mais comme on est dans un même liquide, principe du théorème des vases communicants, eh bien on est dans un même fluide, donc la pression en C est également identique à la pression en B. Encore ici, pour illustrer, voilà, le A est au même point qu'au B, au C, au D, au E, F, G, donc tous ces points-là sont à la même pression, il n'y a rien qui change, même si voilà, la forme de la profondeur change à des formes différentes, le fait que tous ces points sont à la même profondeur. Ah oui,
ici je mets un petit truc. Là, qu'est-ce que c'est? C'est la répartition des forces qui sont différentes. Donc, c'est-à-dire qu'au plus on descend en profondeur, au plus la pression sur la surface latérale augmente. Et donc, vous aurez compris que la pression qui s'exerce sur les surfaces latérales varie en fonction de l'altitude. Donc vous allez voir que on va faire un exercice plus tard avec une histoire d'aquarium, que il y a un calcul d'intégrale à effectuer au fait que voilà, la pression évolue de manière linéaire. Donc voilà, ce n'est pas constant. C'est un peu cette analogie comme on pourrait faire avec la masse volumique de l'air, donc qui varie en fonction de la hauteur, etc. La pression sur une surface latérale va varier effectivement sur le long de cette surface. Et bien sûr, elle est maximale en profondeur et minimale à la surface. Pourquoi la surface de l'eau est-elle horizontale? Eh bien là, ça c'est une diapositive pour illustrer le principe. Donc si vous mettez des points vecteurs D, B, AC, D, B, AC, et donc on suppose qu'il y a une difformité entre les fluides, enfin c'est toujours le même fluide, eh bien on sait que voilà, ZD et ZB sont à la même hauteur, ZA et ZC sont à la même hauteur, voilà. Et alors on va appliquer le théorème de la loi de l'hydrostatique pour donc PA, il s'agit de P au point D plus ρ G H, et alors ici entre ces deux points, pardon, on retrouve le même fluide qui ici il s'agit de l'air. De même ici, A et D c'est de l'air aussi. Et pourtant, si on applique le théorème de l'hydrostatique entre le point C et B, on voit qu'ici c'est un fluide, donc PC est égal à PB plus ρG H, et alors forcément c'est le ρ de quoi? Le ρ du liquide. Ok, donc ça c'est liquide. BC aussi, c'est un liquide qui se trouve entre ces deux points, donc c'est aussi un liquide. Or, pour entre D et A, c'était du gaz. Et alors, vu qu'on a fait ces deux lois fondamentales de l'hydrostatique, eh bien, on sait qu'on doit appliquer le théorème de la transmission horizontale de l'hydrostatique, qui dit que voilà, deux points au même niveau doivent avoir la même pression. Donc forcément PA est égal à PC, de même que PD est égal à PB, et donc on égalise tout ça, on obtient ρG H est égal à ρLG. Et alors H, comme ils sont à la même, le H est le même pour tout, entre ces deux points, entre B et C c'est la même que entre D et A, et bien ça se simplifie, et à la fin on obtient ρG est égal à ρL. Or c'est assez contradictoire parce que pourquoi? Eh bien parce que le ρ d'un gaz n'est pas la même chose qu'un ρ d'un liquide. Donc forcément, ça, c'est pas possible. Donc le seul moyen pour avoir cette égalité, c'est que le H soit égal à 0. Et donc si H est égal à 0, ça fait annuler de gauche à droite cette équation-là. Et donc forcément, c'est ça qui correspond le mieux. Et donc si H est égal à 0, ça veut dire que la distance entre B et C et la distance entre D et A est nulle. Donc ces deux points sont confondus l'une à l'autre. Et donc, si H est égal à 0, alors A et B sont à la même. Donc A et B est à la même altitude, et donc ça veut dire que la surface est horizontale. Donc vous voyez, on a démontré pourquoi la surface de l'eau est horizontale, elle n'est pas difforme ou quoi, et juste par le simple fait que c'est une conséquence de la relation fondamentale de l'hydrostatique qui engendre ce phénomène de la surface de l'eau qui est horizontale. Donc votre verre d'eau, lorsque vous allez remplir votre verre d'eau, vous n'allez pas voir l'eau qui va être inclinée ou quoi, non, ce sera clairement horizontal. Pourquoi? Parce que c'est une conséquence de la relation fondamentale de l'hydrostatique. Voilà. On va voir quelques applications dans la prochaine capsule.